La famille de ma copine m'a humilié au dîner en la poussant à choisir un homme riche et prospère plutôt que moi, et ils m'ont fait sentir comme une ratée pour avoir poursuivi mes rêves. Pendant des années, elle a tout quitté. Pas pour n'importe quel autre homme, mais pour celui que sa famille avait choisi comme le meilleur pour elle. À l'époque, je n'avais rien, pas d'argent, pas de statut, juste la douleur d'être rejeté comme si j'étais invisible. Mais le temps a une drôle de façon d'arranger les choses. Et quand elle m'a revu, elle n'a pas pu cacher le désespoir dans son regard. Pour remettre les choses en contexte, j'ai 29 ans, je suis ingénieur informatique et je suis devenue fondatrice de start-up. Toute cette histoire a commencé il y a environ 4 ans. Mais le véritable drame a atteint son paroxysme récemment. J'ai toujours su que la famille de Bianca, qui a maintenant 28 ans, ne voulait pas de moi. Je n'étais pas aveugle. Nous nous sommes rencontrés à l'université. Elle étudiait la gestion d'entreprise dans une prestigieuse université privée, tandis que j'étais le jeune boursier en informatique qui vivait de ramen et de boissons énergisantes et essayait de créer ce dont je rêvais, la prochaine grande start-up technologique. C'était une rencontre très cliché. Honnêtement, elle a renversé son café sur mon ordinateur portable à la bibliothèque. Au lieu de me mettre en colère, j'ai fait une blague stupide et, d'une manière ou d'une autre, cela s'est transformé en 4 ans de ce que je croyais être le véritable amour. Ils n'ont jamais clairement exprimé leur mépris. Les bidors étaient trop raffinés pour ça. Mais leur regard, leur sourire condescendant, leur façon de toujours évoquer des hommes qui ont réussi dans leur entourage en ma présence, c'était douloureusement évident. Au début, Madame Bidmore me présentait comme l'amie de fac de Bianca. Amie, après 2 ans ensemble, mon Dieu. Au début, je pensais que Bianca était différente, qu'elle voyait au-delà de ce petit monde de vieilles fortunes, de politique de club de golf et d'obsession du statut. Elle se moquait de ses parents. Elle levait les yeux au ciel face au ragot du country club. On traînait dans mon petit studio, qui avait une fuite répugnante au plafond de la salle de bain, que le propriétaire n'avait jamais réparé. On restait manger chinois sur mon futon, en regardant Netflix sur un ordinateur portable qui semblait tout droit sorti d'un musée. Elle disait que tout ça n'avait aucune importance, qu'elle m'aimait, pas mon compte en banque. Finalement, bien sûr, ça comptait, et beaucoup. Notre appartement était simple, au 3e étage sans ascenseur, dans un quartier plutôt difficile. Les voisins alternaient entre bagarres et ébats bruyants. Parfois les deux en même temps à 2 heures du matin, mais c'était notre petit coin, vous savez. On le décorait avec des guirlandes lumineuses, des posters et un bouquet de plantes grasses que Bianca adorait acheter. Même si c'était toujours moi qui les arrosais et m'en occupais. J'avais un chat adopté, Pixel, qui faisait tout tomber des tables, mais il dormait blotti entre nous toutes les nuits. Bianca disait qu'elle était plutôt chienne, mais je l'ai surprise à parler doucement à Pixel quand elle pensait que je ne regardais pas. Le début de la fin s'est produit lors d'un dîner de famille chez ses parents. Une de ces réunions ridiculement luxueuses où les gens valaient plus cher que ma voiture. Même si, pour être honnête, ce n'était pas grand-chose. J'ai conduit une Honda Civic de 2008 avec un pare-choc cabossé et le voyant moteur allumé pendant des mois. Ils buvaient du vin dans des bouteilles qui contenaient probablement leur propre sécurité personnelle tout en parlant de leurs escapades du week-end au Anton ou à Aspen, comme si c'était aussi courant que ma visite hebdomadaire à la laverie. Bianca a insisté pour que j'y aille. Elle a dit que c'était juste de la famille et que ses parents voulaient vraiment mieux me connaître. J'aurais dû me douter de quelque chose lorsqu'elle m'a demandé de porter une veste. Je n'en avais qu'une du mariage de mon cousin il y a 3 ans. Elle me serrait un peu maintenant. Le stress de gérer une start-up, ça a son prix, les gars. Mais je l'ai quand même porté. J'ai même emprunté des chaussures à un ami, histoire de ne pas avoir mauvaise mine. Mais il m'a suffi de franchir la porte pour réaliser que ce n'était pas juste de la famille. Les associés du père de Bianca étaient là avec leur fils. Des hommes déjà bien établis dans des domaines comme la finance, le droit, l'immobilier. Ces profils LinkedIn qui ressemblent à des CV de films, vous savez, des stagiaires chez Goldman Sachs, des pères qui appellent les sénateurs par leur prénom. Vous savez de qui je parle. La conversation allait bon train, entre stratégie d'investissement et vacances en Europe. Pendant ce temps, j'étais là, toujours aux prises avec ma start-up, sans vie sociale, me nourrissant de ramen et m'offrant de temps en temps un burrito chipotle, toujours avec du guacamole parce que je suis chic. Les attaques déguisées en conversation polie n'ont pas tardé à arriver. Tu travailles toujours sur ce petit projet technologique, a demandé le père de Bianca en faisant tournoyer son whisky dans un verre en cristal qui coûtait probablement plus cher que mon loyer. C'est une start-up,
ai-je corrigé en essayant de garder mon calme. On est en phase de démarrage, mais on se porte bien. Je n'ai pas mentionné que notre dernière réunion avec les investisseurs avait été un désastre, ni que mon associé et moi travaillions 80 jours par semaine à corriger des bugs dans le prototype. Un ami de son père Harry. Un type avec des dents parfaites et un bronzage parfait en plein février. C'est juste que tout est tellement instable de nos jours, non? Ça ne vaut pas la peine d'y investir autant de temps. Un plan B ne serait pas une mauvaise idée. Il l'a dit avec un léger sourire, comme s'il me donnait de précieux conseils, alors qu'en réalité c'était de la pure arrogance déguisée. J'ai vu Bianca remuer, mal à l'aise, sur sa chaise. Et le pire, c'est qu'elle ne m'a pas défendu. C'était nouveau. Avant. Elle prenait toujours ma défense avec une phrase sur ma passion pour le projet. Elle ne disait pas un mot de moi ni de sa foi en ce que nous construisions. Elle restait assise là, silencieuse, sirotant son vin et contemplant la composition florale au centre de la table comme si c'était la chose la plus fascinante au monde. Et puis Eden est apparu. La mère de Bianca le présenta comme s'il était un prince perdu depuis longtemps, enfin de retour à la maison. Eden venait d'être nommé associé junior chez Goldstein & Bert, dit-elle, le poussant presque vers Bianca, avocate d'affaires, diplômée de Princeton, diplômée en droit de Yale, une brillante intellectuelle. Elle lisait pratiquement à voix haute son profil de rencontre. Et, pour une raison inconnue, Madame Bidmore s'assura qu'il soit assis à côté de Bianca. Ils ont tellement en commun, roucoula-t-elle tandis que j'étais de l'autre côté de la table, ayant l'impression d'assister à la fin de ma propre relation depuis le premier rang. Tout le dîner fut une humiliation. La conversation revenait toujours à des sujets comme la stabilité, les carrières assurées, la réussite avérée. Eden parla de la prime qu'il venait de toucher. Qui fait ça? De l'appartement qu'il avait acheté en ville, de son projet de devenir associé à part entière avant 35 ans. Et je n'avais pas grand-chose à dire. Chaque fois que j'essayais de parler, quelqu'un m'écoutait pendant environ 5 secondes, puis détournait la conversation. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas un dîner de famille. C'était un test, une vitrine. Il montrait à Bianca les options qui s'offraient à elle. De vrais hommes avec un véritable avenir, et qui me prenaient pour un contraste. Le type qui cherchait encore sa première chance. Ils ont brossé un tableau très clair de ce que serait la vie de Bianca avec Eden et de ce qu'elle serait avec moi. J'ai eu du mal à passer cette nuit-là. Mais le pire, ce n'étaient pas les allusions subtiles ni les comparaisons soigneusement préparées. C'était Bianca. Elle n'a pas dit un mot pour me défendre. Pas un seul. Au contraire, elle riait aux blagues sans intérêt d'Eden, lui posait des questions sur son travail, semblait sincèrement intéressée par ses anecdotes de la fac de droit. Elle n'avait jamais manifesté un tel intérêt pour ma start-up. Jamais. Ce soir-là, en rentrant à mon appartement, quelque chose avait changé. Elle s'est plainte de l'ascenseur en panne qui était comme ça depuis des mois. Elle a commenté l'exiguïté de la salle de bain. Elle a fait une grimace d'agacement quand Pixel a sauté sur le lit, ce qui ne l'avait jamais dérangé auparavant. Une semaine plus tard, nous avons une autre conversation. Elle n'y est pas allée par 4 chemins. Elle est venue chez moi après le travail, toujours vêtue de ses vêtements décontractés et élégants, héritée de son poste de marketing dans une entreprise appartenant à un ami de son père, un poste qu'elle avait d'ailleurs obtenu sans même passer d'entretien. Mais c'est une autre histoire. Elle s'est assise en face de moi à cette petite table IKEA que nous avions installée ensemble, buvant du vin en bouteille et riant des instructions indéchiffrables. La même table où nous avions dîné tant de fois, joué à des jeux avec des amis, discuté tard le soir de ses rêves. Je t'aime, mais j'ai besoin de stabilité, a-t-elle dit. Chaque mot semblait répété. Je l'imaginais presque répéter ce discours devant le miroir. Je ne peux pas continuer à attendre que tu te trouves. Ma famille m'a fait comprendre que j'avais besoin de quelqu'un qui est déjà là. Quelqu'un comme Eden. Tu veux dire? J'ai complété pour elle. Elle n'a même pas essayé de le nier. Elle a juste hoché la tête, les yeux baissés, en jouant avec la montre de luxe que ses parents lui avaient offerte pour son dernier anniversaire. Ce n'est pas qu'une question d'argent, insista-t-elle. Même si nous savions tous les deux que c'était exactement de cela qu'il s'agissait. Il s'agit d'avoir un projet, un avenir sûr. J'aurais pu lutter, supplier, promettre de changer, de trouver un vrai travail, de devenir une version de moi-même qui corresponde à la vision de sa famille. Mais quelque chose en moi s'est brisé. Je l'ai juste regardé et j'ai dit, bon, c'est tout. Elle a semblé surprise,
comme si elle s'attendait à une résistance, des larmes, une scène dramatique. Mais je n'avais plus rien à donner. Seul le vide restait. Juste ça, demanda-t-elle, presque déçue. Que veux-tu que je te dise, Bianca? Que tu me brises le cœur. Que je pense que tu fais une erreur, que ta famille t'a lavé le cerveau. Est-ce que ça changerait quelque chose? Elle ne répondit pas, car nous savions tous les deux que non. 2 jours plus tard, elle officialisait leur nouvelle relation sur les réseaux sociaux. Moins d'une semaine après notre rupture. Ils étaient là, vêtus de vêtements assortis, dans un hôtel de luxe des Hantons, son bras autour de sa taille, son large sourire, léger, insouciant. La légende disait, j'ai trouvé ma vie. Pendant ce temps, je dormais toujours du même côté du lit que nous partagions, je trouvais toujours ses cheveux dans la bonde de la douche, je mettais toujours sans réfléchir ses céréales préférées dans le caddie. J'aimerais dire que j'ai transformé toute cette douleur en motivation, que mon cœur brisé m'a propulsé droit vers le succès comme dans un film de motivation, mais ce serait mentir. La vérité, c'est que je me suis effondré. Ma start-up a fait faillite un mois après la rupture. Les investisseurs se sont retirés lorsque notre prototype a échoué lors d'une présentation clé. J'ai perdu l'appartement. Je ne pouvais plus payer le loyer sans puiser dans mes économies déjà en baisse et mon estime de moi était en miettes. J'ai fini par emménager chez mon ami Luc, un type que je connais depuis ma première année de fac. Il n'a jamais vraiment compris ma relation avec Bianca, mais il m'a toujours soutenu. Son appartement était encore plus petit que le mien, mais il a vidé la moitié de son placard et nous a laissés, Pixel et moi, loger dans la chambre d'amis sans se plaindre de quoi que ce soit. Ça, c'est un vrai ami. J'ai commencé à chercher un emploi qui me permettrait de payer mes factures tout en regardant la nouvelle vie parfaite de Bianca se dérouler en ligne. Je sais, j'aurais dû la bloquer, supprimer les applications, peu importe. Mais il y a quelque chose de masochiste dans la douleur d'un cœur brisé qui vous pousse à chercher sans cesse. Des vacances luxueuses dans des endroits que je n'avais vus qu'au cinéma, des dîners coûteux dans des restaurants où le menu n'indique même pas le prix, des cadeaux qui coûtaient plus cher que tous mes biens. Chaque message me faisait l'effet d'une blessure, comme si elle me disait, tu vois, c'est moi qui mérite ça, pas toi. Et le pire, c'est que sa famille avait raison. Je n'avais rien à montrer de tous mes efforts. Des années gâchées à poursuivre un rêve qui ne menait nulle part. Tandis qu'Eden, avec ses costumes sur mesure et son salaire à 6 chiffres, se faisait tout servir sur un plateau d'argent. J'ai touché le fond en croisant Bianca et Eden dans un café du centre-ville. J'étais là pour récupérer une commande Uber Eats. J'étais tombé si bas. Livré de la nourriture pour survivre. Dans les mêmes restaurants où je mangeais avant. Maintenant, je n'ai qu'une envie, récupérer des sacs et espérer un bon pourboire. La climatisation de ma voiture était en panne. Je transpirais dans mon t-shirt après 10 heures de travail. Et mon téléphone n'avait plus que 15% de batterie. Ils étaient assis dehors à rire, main dans la main. Comme s'ils sortaient tout droit d'une publicité de luxe. Elle avait une nouvelle coupe de cheveux. Chère, stylée, du genre qu'on ne trouve pas chez le coiffeur du coin. Il portait des lunettes de soleil qui coûtaient sûrement plus cher que tous mes vêtements réunis. Elle m'a vu, a arrêté de rire au milieu d'une phrase, et nos regards se sont croisés. L'espace d'une seconde, j'ai cru voir quelque chose. Peut-être du regret, peut-être de la culpabilité, mais ça a vite disparu, remplacé par ce sourire poli qu'on adresse aux livreurs ou aux connaissances lointaines. Comme si j'étais juste un triste inconnu qu'elle connaissait. Cet instant a brisé quelque chose en moi. C'était le dernier jour où je me suis autorisé à être une blague. Je suis retourné chez Luc, j'ai supprimé tous les réseaux sociaux et j'ai pris une décision. Arrêtez de m'apitoyer sur mon sort. Fini l'obsession de la vie parfaite de Bianca sur Instagram. Fini les excuses. J'ai tout coupé. Réseaux sociaux, distractions, apitoiement sur moi-même. Je me suis lancé dans une reconstruction totale. Je dormais 4 heures par nuit, cumulais 2 boulots, Uber Eats le jour, réapprovisionnement au supermarché le soir, et chaque seconde libre, je la consacrais à reconstruire ma start-up de zéro. Mais cette fois, j'ai fait différemment. J'ai été plus malin. Fini de chercher des investisseurs avec une idée bancale et un beau pitch. J'ai appris à partir de zéro et à créer quelque chose de concret avant de demander de l'argent. Fini la confiance facile. J'ai restreint mon cercle, juste Luc et quelques amis fidèles, et j'ai travaillé en silence. J'ai éliminé les distractions.
J'ai évité les amis qui se plaignaient de la vie et je me suis concentré sur les résultats. Luc a été un saint pendant tout ce temps. Il m'apportait du café tôt le matin, me rappelait de manger autre chose que des barres protéinées et ne s'est jamais plaint que je transforme son salon en bureau improvisé. Il m'a même aidé à organiser des entretiens avec des contacts de son travail lorsque j'ai essayé de décrocher mes premiers clients professionnels. Ce type mérite sa propre success story. Et ne vous inquiétez pas, il l'a eu. Aujourd'hui, il excelle dans le métier de ses rêves et vient d'acheter sa première maison. Pendant 2 ans, j'ai disparu du monde de Bianca. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle faisait, avec qui elle était, si elle était heureuse, et honnêtement, je m'en fichais. Pendant qu'elle jouait la femme au foyer parfaite, je bossais comme une folle. Mon idée de nouvelle start-up est née de mon échec. Au lieu d'essayer de créer une application grand public révolutionnaire, je me suis lancé dans la legal tech, plus précisément dans l'analyse de contrats avec l'intelligence artificielle. Cela a fait en quelques secondes ce que les jeunes avocats mettaient des heures à faire. C'était un travail peu prestigieux, rien qui ferait le buzz sur les réseaux sociaux. Mais j'ai résolu un vrai problème auquel j'avais moi-même été confronté en essayant de comprendre les contrats dans ma précédente start-up. Et puis tout a basculé. Un jour, ma start-up a trouvé le marché idéal, un article viral dans une revue spécialisée, le témoignage d'un gros client m'a ouvert des portes. Soudain, je n'avais plus de difficultés. Je grandissais rapidement. Les entreprises ont commencé à me solliciter. Les investisseurs m'appelaient, et non l'inverse. Et soudain, l'entreprise dont tout le monde se moquait s'est mise à concurrencer directement des entreprises comme Aidant. Et il allait le découvrir de la pire des manières. 2 ans. Voilà ce qu'il m'a fallu. 2 ans de travail silencieux, des heures folles à surmonter tous les échecs, et il y en a eu beaucoup. J'ai failli abandonner. Il y a eu des moments où je me suis dit que Bianca et sa famille avaient peut-être raison à mon sujet, mais j'ai persévéré. J'avais désormais une équipe incroyable, des gens qui croyaient en ma vision, qui travaillaient aussi dur que moi, qui sont presque devenus ma famille. Nous avions nos blagues privées, le rituel hebdomadaire de la bière le vendredi sur la terrasse du bureau, les histoires de nuit blanche à programmer avec des délais impossibles que nous parvenions toujours à respecter. Et soudain, tout s'est mis en place. Ma start-up est passée de la survie à une croissance rapide. Nous avons décroché un client majeur, l'un des 5 plus grands cabinets d'avocats du pays. Cela nous a ouvert les portes de nouveaux contrats, de nouveaux investisseurs et d'une plus grande reconnaissance dans le secteur. En quelques mois, nous nous sommes développés à l'international, ouvrant des bureaux à Londres et à Singapour. Mais le véritable rebondissement s'est produit sur notre plus grand marché, celui des technologies juridiques et financières, celui-là même où travaillait Eden. Nos outils d'intelligence artificielle ont rendu obsolètes les jeunes collaborateurs des grands cabinets, automatisant le travail fastidieux que des gens comme Eden devaient effectuer au début de leur carrière. Autrement dit, nous menacions directement l'avenir de son cabinet, et il ignorait même qui était derrière tout cela. La première fois que j'ai revu Bianca, c'était totalement inattendu. J'étais conférencier à un événement sectoriel ultra exclusif. 1 an plus tôt, je n'aurais même pas pu me permettre le billet. J'étais désormais l'une des principales attractions, expliquant comment notre technologie transformait les services juridiques. À la fin, alors que je serrais la main d'investisseurs et de dirigeants dans un costume qui m'allait enfin, j'ai aperçu les parents de Bianca de l'autre côté de la pièce. Ils avaient l'air différents, moins arrogants, moins dédaigneux. Ils m'ont immédiatement reconnu. Les yeux de la mère de Bianca s'écarquillèrent comme des soucoupes. Sa coupe de champagne s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. Le père, qui se moquait de moi, me fit un lent signe de tête, comme s'il me considérait enfin digne de respect. Puis je vis Bianca immobile, me regardant comme un fantôme. Elle était belle, certes, mais différente. Le sourire insouciant d'Instagram avait disparu. Nous ne nous sommes pas approchés, mais j'ai vu son expression passer de la surprise à la compréhension, puis à quelque chose qui ressemblait fort à du regret. À partir de cette nuit-là, la situation n'a fait qu'empirer pour Bianca et Eden. J'ai appris par des amis communs qu'il était exactement comme je l'imaginais, froid, obsédé par son image, autoritaire. Il traitait Bianca comme un accessoire, pas comme une partenaire. Au début, elle adorait le glamour, les voyages de luxe, les dîners raffinés, la reconnaissance sur les réseaux sociaux. Mais une fois la lune de miel terminée, la réalité l'a rattrapée. Eden n'était jamais à la maison, toujours à travailler ou à réseauter, ce qui incluait apparemment de nombreuses nuits blanches avec des collègues féminines. Il contrôlait tout, l'argent, ses vêtements,
ce qu'elle pouvait dire en public, ses fréquentations. Et le pire, c'est que ses parents l'ont toujours soutenue. Quand elle a cessé d'être la cible, Eden l'était. Elle avait tout abandonné pour la sécurité et maintenant, elle souffrait, prisonnière de chaînes en or. Des mois plus tard, j'ai reçu une invitation du père de Bianca. Il m'a convoqué pour une réunion d'affaires privée, un événement élitiste avec poignée de main à huis clos et cognac bicentenaire. Il y a des années, ils auraient ri à l'idée de m'inviter. Maintenant, ils voulaient que je sois là. J'ai accepté, non pas pour obtenir leur approbation, mais parce que je savais pourquoi ils m'appelaient. J'étais en train de gagner et ils voulaient une part de mon succès. Je suis arrivé à l'heure à l'événement. Oui, parce que maintenant je le pouvais. J'ai vu Bianca et Eden ensemble. Il avait l'air différent. Tendu, les épaules voûtées, les yeux rivés sur son téléphone. Son entreprise était en difficulté, et je savais pourquoi. Mon entreprise avait pris une bonne partie de ses clients avec un logiciel qui effectuait le travail des associés de première et deuxième année pour une fraction du prix. Ils passaient en masse sur notre plateforme. Ils ne savaient peut-être pas encore que j'en étais responsable, mais Bianca, si. Lorsque nos regards se sont croisés, j'ai lu le même regret sur son visage, en bien pire. Une semaine plus tard, elle m'a contacté. J'avais déjà supprimé son numéro, mais le message est arrivé. Bonjour, ça fait un bail. On pourrait se parler un de ces jours? J'ai ignoré son message. Le lendemain, elle a réessayé. Je sais que ça s'est mal terminé, mais j'ai beaucoup réfléchi. Nos discussions me manquent. J'ai de nouveau ignoré son message jusqu'à ce qu'elle prenne une mesure désespérée. Elle s'est présentée à mon bureau. Il était environ 20 heures. Mon équipe était déjà partie et je terminais quelques emails lorsque la réceptionniste a annoncé « Il y a une femme ici qui a besoin de vous parler. » Elle dit que c'est important. Je n'ai pas eu besoin de demander qui c'était. L'espace d'une seconde, j'ai pensé à la renvoyer, mais j'ai su que c'était mon moment. Je lui ai dit de la laisser entrer. Elle est entrée hésitante, regardant autour d'elle mon bureau d'angle, avec ses fenêtres qui donnaient sur le sol et son mobilier moderne, si différent de notre petit appartement. Elle avait perdu confiance en elle. La fille arrogante qui disait que je n'étais pas à son niveau n'existait plus. Elle avait maintenant l'air nerveuse, comme rétrécie. « Salut », a-t-elle dit à voix basse avec un sourire triste. « Ça fait longtemps. » Je me suis adossé à ma chaise, les bras croisés, la regardant se tortiller sous mon regard. Elle a hésité, puis a pris une grande inspiration. « J'avais tort », a-t-elle admis sans détour. J'ai écouté ma famille et j'ai laissé tomber le vrai pour du faux. Elle s'est mordu la lèvre, guettant une réaction sur mon visage. « Tu me manques », a-t-elle murmuré. « Ce que nous avions me manque. » J'ai incliné la tête. « Ce que nous avions », ai-je répété. Elle a hoché la tête rapidement, une lueur d'espoir dans les yeux. « Je sais que je t'ai blessé, mais on pourrait peut-être recommencer. » Je l'ai regardé un long moment, puis j'ai ri. Ni par colère, ni par amertume, juste par amusement. « Recommence », répétai-je en secouant la tête. « Bianca, tout s'est terminé le jour où tu les as choisis plutôt que moi, » tressaillit-elle. Mais je n'en avais pas fini. Tu ne voulais pas de moi quand j'étais fauché. Tu n'as pas cru en moi quand j'étais en difficulté. Mais maintenant que j'ai réussi, tu veux revenir. Son visage s'assombrit. Je me levai, boutonnant la veste du tailleur qui m'allait enfin bien. Fait sur mesure par le même tailleur qui avait probablement habillé Eden. Bianca, je ne pense pas à toi. Tu ne me manques pas et je n'ai absolument pas besoin de toi. Pour couronner le tout, la porte du bureau s'ouvrit et ma copine entra, une brillante designer produit rencontrée lors d'une conférence technologique, qui croyait en mon entreprise depuis que nous travaillions encore chez Luc, une femme belle et intelligente qui surpassait Bianca en tout point. Le visage de Bianca pâlit. Je me tournai vers ma copine, lui adressai un sourire chaleureux, puis me retournai vers Bianca. Tu vois, au final, j'ai trouvé quelqu'un à ma hauteur. Ce n'était tout simplement pas vous. Sur ce, j'ai raccompagné Bianca jusqu'à la porte et l'ai refermée derrière elle. Mais ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début des véritables conséquences. Quelques semaines plus tard, une rumeur a commencé à se répandre selon laquelle le cabinet d'Eden était en grande difficulté. La technologie juridique, dotée d'intelligence artificielle, que nous avions développée gagnait des clients à une vitesse impressionnante, avec un service plus rapide, des honoraires réduits et une efficacité accrue.
Nous avons réalisé en quelques minutes ce qui leur prenait des heures. Son cabinet perdait de l'argent à tenter de rivaliser. Et au lieu de s'adapter, les associés ont paniqué. J'ai entendu dire par des contacts communs qu'Eden perdait la tête en privé. Il travaillait plus de 80 heures par semaine, essayant désespérément de conserver des clients importants. Il réprimandait les jeunes collaborateurs et explosait contre son équipe. Les investisseurs lui retiraient leur soutien, considérant son cabinet comme un dinosaure obsolète. Nous étions sur un marché qu'il ne contrôlait plus. Et le pire, c'est qu'Eden n'avait toujours pas découvert que j'étais derrière tout ça. Alors qu'il s'effondrait au travail, les parents de Bianca paniquaient également. Ils ont passé des années à me traiter comme un raté, indigne de leur fille. À présent, cet échec était plus riche, plus puissant et plus respecté que tout leur cercle social. Soudain, ils ont voulu faire comme si le passé n'avait jamais existé. Ils ont commencé par de petits gestes. La mère de Bianca m'a envoyé un email poli pour me féliciter de ma réussite. Le père a parlé de moi lors d'une interview, me qualifiant d'un des entrepreneurs les plus prometteurs de la décennie. Ils m'ont invité à un autre événement professionnel présenté comme une opportunité de réseautage. J'ai ignoré tout cela jusqu'à ce que le père de Bianca m'appelle directement. « Fils, il faut qu'on parle », a-t-il dit d'un ton affectueux, comme si nous n'avions pas été en guerre silencieuse depuis des années. Je l'ai laissé parler d'opportunités de collaboration et de passer jusqu'à ce qu'après une pause, il en arrive à la vraie raison. « Écoute, Bianca a fait une erreur. Nous le savons tous. Mais elle traverse une période difficile et je pense que ce serait bien que vous parliez tous les deux. » Je l'ai interrompu. J'ai raccroché. Pas d'excuses, pas de compte à rendre, juste une question de contrôle des dégâts. C'était la dernière fois que je répondais aux appels de la famille Bidmore. Le moment où Eden a finalement compris que j'étais responsable de sa chute a été glorieux. J'assistais à une grande conférence d'affaires et participais à une table ronde sur l'avenir de l'intelligence artificielle et du droit. Le PDG d'un grand cabinet a publiquement fait l'éloge de mon entreprise. Ces gens changent la donne. Même certains des plus grands cabinets ont du mal à suivre, y compris les acteurs traditionnels que nous connaissons. La caméra s'est tournée vers le public et, au milieu, se trouvait Eden. Le visage complètement pâle, une expression de choc mêlée d'horreur en réalisant que non seulement j'étais l'ex de sa petite amie, mais que j'étais l'homme qui détruisait sa carrière. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un message d'un contact commun. « Mec, Eden a pété les plombs en réunion aujourd'hui. Il faut voir ça. » Il semble que lors d'une séance stratégique, l'un des associés ait cité mon entreprise comme exemple de concurrent, et il a perdu le contrôle, claquant la table, hurlant sur ses propres patrons, me traitant d'escroc chanceux et insistant sur le fait que nous allions faire faillite et disparaître. Le problème, c'est que personne dans la salle ne riait avec lui. Ils le regardaient tous comme s'il était devenu fou. Ils savaient déjà qu'Eden n'était pas l'avenir. J'aurais pu m'arrêter là, mais non, je voulais en finir une bonne fois pour toutes. Écoutez, il me restait encore une dernière chance. Des mois plus tard, mon entreprise était prête pour sa plus grande acquisition. Nous avons racheté un cabinet d'avocats plus petit mais très influent, concurrent direct de celui d'Eden. Ce n'était pas seulement une opération commerciale. C'était un échec et mat. Une fois l'affaire conclue, nous avons pris plusieurs de leurs principaux clients en un clin d'œil. Le cabinet d'Eden a fait faillite en 6 mois. Ils ont été contraints de fusionner avec un concurrent. Eden a cessé d'être associé, a cessé d'être un patron, et est devenu un simple employé parmi d'autres, effectuant le travail subalterne auquel il se vantait si fièrement d'avoir échappé des années auparavant. Et Bianca a épousé un homme dont la carrière s'est effondrée. Tout comme elle m'avait quitté par sécurité, elle se retrouvait coincée avec quelqu'un qui avait tout perdu. Et j'ai remporté ma victoire, non seulement sur le plan professionnel, mais aussi personnel. J'ai reconstruit ma vie de zéro. J'ai créé quelque chose de significatif. Et j'ai trouvé le bonheur à ma façon. J'ai revu Bianca pour la dernière fois dans un salon d'aéroport. Rien de glamour. Peut-être mon vol pour Tokyo, alors que je développais mon entreprise en Asie. Elle était assise seule, à regarder son téléphone. Pas de sac de créateur, pas de bijoux coûteux. Elle avait l'air fatiguée, vieillie. La vie parfaite avait laissé des traces. Quand elle m'a vu, j'ai remarqué une lueur d'espoir dans ses yeux, comme si elle allait s'approcher. J'ai secoué la tête, me suis retourné, suis monté en première classe et n'ai plus regardé en arrière. Finalement, je n'avais pas besoin de détruire Bianca. Elle s'est détruite elle-même.
Elle a troqué le véritable amour contre un statut, et ce statut a disparu. Eden, autrefois le soutien de famille idéal, est devenu un simple avocat discrédité, luttant pour survivre. Sa vie glamour a été réduite à la médiocrité. Pendant ce temps, j'avais tout ce pourquoi j'avais travaillé, une entreprise dominante dans le secteur, de vrais amis, une vie que j'avais construite de toutes pièces et une relation avec quelqu'un qui croyait vraiment en moi. Je n'ai jamais répondu au dernier message de Bianca, ni pris acte de ses tentatives silencieuses d'approche, car au final, la meilleure vengeance n'était pas de lui gâcher la vie. C'était simplement de vivre mieux, plus heureux, et sans elle. Dis donc, Doc, ma copine m'a quitté parce que je n'avais pas assez de succès pour sa famille. 2 ans plus tard, ma start-up a ruiné la carrière de son nouveau petit ami, et j'ai vu sa vie parfaite s'effondrer, tandis que la mienne prospérait.